Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, en France, le tabou autour des violences sexuelles dans le sport de compétition se brise peu à peu. Suite aux révélations de la patineuse Sarah Abitbol, une cinquantaine d'athlètes appellent à briser le silence. Parfois, des agresseurs jugés continuent à entraîner, aperçu de l'enquête de nos confrères de Disclose. Le sport peut aussi être une excellente thérapie pour certaines survivantes de viol ou d'agression. Reportage sur un cours d'escrime qui aide 6 femmes à se reconstruire. Et enfin, elle change le monde en 2020. Certaines commencent à prendre le pouvoir, comme la première ministre finlandaise ou la secrétaire générale de la FIFA. Précision d'Ingrid Terwatt de Courrier International. Et pour commencer, la fin de l'omerta autour des agressions sexuelles dans le sport. Des champions français comme le judoka Teddy Riner, la joueuse de tennis Tatiana Golovin ont publié une tribune sous forme de mea culpa. Je les cite, « Nous nous sentons aussi responsables car il nous est arrivé tous d'avoir des doutes, des suspicions, des bribes d'informations. Nous ne pouvons plus nous taire. Il est temps d'agir collectivement et de prendre conscience que briser le silence, c'est aussi servir le sport. » Il y a quelques semaines, nos confrères de Disclose révélaient l'existence de centaines de victimes, la plupart des enfants de moins de 15 ans au moment des faits. L'ancien club de judo de Sundofen en Alsace. C'est ici qu'un soir de 2004, un cours dérape. Un entraîneur commet des agressions sexuelles sur une jeune judokate de 13 ans. Reconnu coupable et condamné en 2007, l'homme a depuis interdiction d'entrer en contact avec des mineurs de moins de 15 ans et il est inscrit au FIGES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Pourtant, après sa sortie de prison, il a repris ses fonctions au club d'arts martiaux voisin de Colmar. Le voici, posant tout sourire avec des enfants sur les réseaux sociaux du club entre 2013 et 2019. Sa victime, qui a aujourd'hui 29 ans, dit ne pas comprendre. Les blessures, elles sont encore là, hein. Mais on vit avec. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, au bout de 15 ans, ils soient toujours encore en train d'entraîner des mineurs? Je pense à quelque part, au niveau du système, il y a quand même un problème. Dans le club où il enseigne depuis des années, l'ancien agresseur ne voit lui aucun problème. Devant la caméra cachée de nos équipes, il estime prendre toutes les précautions nécessaires en ne restant jamais seul avec des enfants. J'ai repris des cours d'enfants avec leurs profs. Ça arrive que je suis tout seul avec eux, mais les parents sont toujours autour. Tout ce qui est bobo, tout ça, moi je ne touche personne. Je ne veux avoir aucun contact. C'est tout. Ça a été comme ça l'organisation chez nous. Les gamins, je leur serre pas la main, on a adopté tout ça justement pour me protéger déjà moi. Selon lui, tout le monde au club connaît son passé. Pourtant, les parents que nous avons rencontrés ignoraient tous sa condamnation. Assez surprise, même un peu bouleversée parce que bon, moi j'ai quand même ma fille, quoi. Elle a 7 ans. Je trouve que c'est quand même un petit peu dangereux de laisser retravailler dans ce domaine en tout cas. Depuis 2008, la famille de la victime a plusieurs fois alerté l'administration et les instances sportives sur cet entraîneur au contact avec des mineurs malgré sa condamnation. Une violation du code du sport qui pourrait lui valoir 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Nous avons de toute façon envoyé la copie du jugement donc, à la Ligue d'Alsace, à Jeunesse et Sport et à la Fédération française de judo à Paris. Donc ces gens-là ne pouvaient pas ignorer que cette personne a été condamnée. En 2011, le service Jeunesse et Sport de la préfecture lui répond enfin. L'administration, qui n'a pas eu accès à l'intégralité de son casier judiciaire, ne relève alors pas d'incapacité à exercer la profession d'éducateur sportif. Le prof de judo de Colmar n'est pas un cas isolé. C'est l'une des 77 affaires révélées par ces journalistes dans 28 disciplines sportives. Dans 80% des affaires, la personne est maintenue en poste. L'agresseur présumé ou confirmé est maintenu en poste, qu'il ait déjà été condamné ou qu'il soit sous le coup d'une procédure judiciaire. C'est un risque parce qu'on a découvert une deuxième chose, c'est que dans 1 cas sur 2, on a de la récidive. Ce n'est qu'en décembre, après les révélations de ces journalistes, que l'administration dit avoir découvert l'inscription de l'entraîneur au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et lui a notifié son incapacité d'exercer, 12 ans après avoir été alerté par les parents de la victime. Le sport peut être aussi un réconfort, voire une thérapie pour certaines survivantes de violences sexuelles. C'est le cas, par exemple, de ce cours d'escrime sur mesure pour aider à se reconstruire. Elles ont choisi d'affronter leur destin, un sabre à la main. 6 femmes, victimes de violences sexuelles. L'escrime est aujourd'hui leur thérapie.
une armure face aux tourments de la vie. Quand il y a le masque, le gant et le sabre, là c'est plus rien peut m'arriver, quoi. Il y a un sentiment de puissance, moi, que je trouve super fort. Le thème d'aujourd'hui est le thème des limites. Donc, la séance débute comme n'importe quelle thérapie. Mais très vite, l'esprit laisse la parole au corps. Pour 3 heures de sport. Attaquer, défendre, se protéger, toucher. Le vocabulaire de l'escrime exhume les émotions. Une thérapeute, un maître d'armes et un kiné accompagnent leurs sensations. Merci. L'escrime devient un outil. Il y a déjà la tenue qui permet de pouvoir sécuriser, il y a une arme, on est vraiment sur un sport avec une arme. On a le matériel de sécurité qui est le masque et qu'on ne voit pas le visage, ça permet d'avoir fait un transfert sur l'agresseur qu'on a pu avoir et justement de faire ressortir ces boucles d'émotions qui n'ont pas pu être vécues quand on était plus jeune, puisqu'on n'était pas en capacité de pouvoir réagir à ce moment-là. Donc tu fermes les yeux, tu peux mettre tes mains sous tes fesses pour éviter que ça tombe. Le thème du jour est consacré aux limites. Un mot qui résonne. Moi, j'ai été abusée enfant, donc les limites, quand elles sont brisées tôt, le cadre qu'on nous a construit, parce qu'à 6-7 ans, on a déjà un cadre défini, une conscience, on part vite dans le no limite. T'as pas le droit de toucher ma lame, faut que tu me touches la tête, t'as pas le droit de toucher l'élastique. La séance se termine par un face-à-face. L'accompagnement thérapeutique reprend. Ces ressentis, ces signes du corps, l'escrime s'efface. Les utiliser 10 séances pendant 1 an dans la vie courante. Pour tenter de se reconstruire. La thérapie existe depuis 8 ans. Chaque séance coûte 110 €. Des femmes, mais aussi des hommes, viennent y combattre leurs maux. Qui sont les femmes qui changent le monde et commencent à prendre le pouvoir en 2020 ? C'est le dossier de Courrier International, notre partenaire de la presse. Ingrid Terwad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant de revenir sur ces personnalités, un constat. Aujourd'hui, seulement 6% des gouvernements à travers le monde sont dirigés par une femme. On part vraiment de loin. C'est un constat qui est établi par l'hebdomadaire Der Spiegel. Oui, tout à fait. Ça fait 15 pays sur 193 seulement où le gouvernement est mené par une première ministre. Ou une première. Une première ministre, exactement. C'est vraiment pas beaucoup. Heureusement, les choses bougent et c'est ce qu'on a voulu montrer avec cette couverture et avec ce dossier qui commence par le papier du Spiegel. Parce que ça bouge un peu partout dans le monde. Alors, il y a des femmes dont on a beaucoup parlé. Il y a Alexandra Ocasio-Cortez aux États-Unis. Il y a la nouvelle première ministre finlandaise, Sanna Marin. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent au pouvoir et qui portent en général des idées souvent qui se ressemblent, c'est-à-dire de la justice sociale, de l'écologie. Donc il y a vraiment un phénomène de fond. Avec des pays aussi qui sont pionniers. On parle souvent du Rwanda, par exemple, qu'on compare à aux pays scandinaves. Oui, alors il y a vraiment deux pôles. Il y a vraiment la Scandinavie en Europe qui est très en avance. La Suède, c'est le pays phare avec 47% des parlementaires qui sont des femmes. Donc, ça arrive en tête. Après, il y a la Finlande avec 42%. La Scandinavie a une culture paritaire quand même établie depuis assez longtemps. Donc tout n'est pas parfait, mais enfin on va dans le bon sens et c'est exactement ce que dit la nouvelle première ministre finlandaise. Et elle dit, moi je veux pas trop qu'on parle du fait que je suis une femme ou que je suis jeune, j'ai des dossiers qui sont pas ceux-là à traiter, voilà, on est déjà très en avance. Et vous parliez du Rwanda, le Rwanda est très en avance en Afrique avec 61% des députés qui sont des femmes. Donc, plus que la moitié. Plus que la moitié, et c'est le pays le plus en avance au monde. Et il y a d'autres avancées un petit peu partout sur le continent africain. Les choses sont très loin d'être homogènes, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui va dans le bon sens depuis une vingtaine d'années maintenant. Voilà, et d'ailleurs, il y a aussi l'Éthiopie où on est allé faire une émission spéciale. Alors, il y a quelques personnalités un peu moins médiatisées, mais qui méritent en tout cas toute notre attention aussi. Notamment, alors, par exemple, la Sénégalaise Fatma Samoura, qui a été nommée la première femme secrétaire générale de la FIFA.
Oui, alors elle a 57 ans, elle a une expérience vraiment importante derrière elle. Elle a travaillé très longtemps à l'ONU et elle a représenté l'ONU dans plusieurs pays africains dans des conditions assez difficiles, au Cameroun, à Madagascar par exemple. Et donc elle a été nommée déléguée générale pour l'Afrique et sa mission, c'est de remettre un petit peu d'ordre dans le monde du sport africain qui, d'après le New York Times, est en plein chaos. Une mission qui vient d'ailleurs tout juste de s'achever. Alors, il y a en Europe également la première fois en Grèce une femme présidente de la République, alors une fonction honorifique mais symboliquement très importante, et en Autriche, pour la première fois, une ministre de la Justice issue de l'immigration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors en Grèce, Ekaterini Sakeralopoulou, j'ai dit son nom. C'était important de le dire car on dit rarement le nom des femmes. Donc voilà, elle a été nommée à une position qui est certes honorifique et en même temps très symbolique. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle a réuni autour d'elle un consensus. Et puis vous me posiez la question sur Alma Zadig, la première, la ministre de la Justice. Tout à fait autrichienne, qui est austro-bosniaque. Enfin, je ne sais pas exactement comment elle se définit, mais en tout cas, elle est arrivée en Autriche à l'âge de 10 ans, en pleine guerre en Bosnie. Et elle a un programme aussi très axé sur l'écologie et les questions sociales. Elle est attaquée par l'extrême droite, qui est très virulente en Autriche pour ses origines. Et évidemment, elle s'en défend. Et comme elle est brillante, elle n'a pas trop de mal. Voilà. Alors, donc, son portrait à retrouver dans Courrier International, ainsi que, bien sûr, les maires de Bogota et Mexico, qui sont de femmes. Merci beaucoup, Ingrid Terwatt, de nous avoir éclairé sur ce dossier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile et sur les réseaux sociaux.